Mais il avait surtout peint ce que peu de gens savaient, porteurs et camelots, kiosques de presse, fontaines Wallace, colonnes Maurice. Il avait peint la sortie des grands magasins, le Saint-Jacques place Samaritaine, des attroupements de badauds, des mendiants, des voleurs à la tire. Il avait peint ce qu'il avait vu, l'air hagard des hommes sandwich, les crieurs de journaux vantant le dernier article d'Henri Rochefort dans l'Intransigeant, la dernière course pédestre organisée au bois de Vincennes par le Petit Journal, le front soucieux des réclamistes du Petit Parisien ou de quelque autre quotidien à un sou, déployant leurs périodiques bras en avant, presque à heurter les passants dont l'œil ne manquerait pas d'être accroché. Il avait peint des bouillonnements, les devantures des grands hôtels de presse de la rue Lafayette ou du boulevard Poissonnière, avec leurs dépêches exposées dans le hall. Il s'était imprégné de ce qu'il ne pouvait rendre, l'odeur de graisse, de colle, d'éponges chaudes, et aussi de l'encre des imprimeurs de la rue du Croissant. Il s'était laissé prendre à l'effervescence des 16 heures, au moment de la sortie de ces métronomes de la vie parisienne, livrés à la vocifération et au racolage, invitant pour eux rien à venir s'informer de la réponse de tel journaliste anti-Dreyfusard à cet antipatriote d'Émile Zola. Il avait peint les croque-notes et les musiciens ambulants, les chanteurs à voix, les comiques troupiers, les danseuses du Cafcons, du Moulin Rouge ou d'ailleurs, les valses et javas du Moulin de la Galette, les musettes de Belleville, les cabarets de Montmartre, les guinguettes hors les murs au petit vin bon marché, où les grisettes et les ouvriers partaient guincher, laissant le train de nos gens pour la bicyclette, puis le canot en chantant « Le Parisien, chaque printemps, voit renaître sa manie de venir jouir du bon temps au bord de la Marne fleurie. » Il avait peint le bal des Quatzars, le corps lourd et sans joie de ses filles dénudées, suivant les pas d'un plus chanceux Toulouse, pour revenir aussitôt à la rue, à ses poivreaux, ses radoteurs, ses amoureux pâles et transis dans un recoin de porte. Il avait peint les crieurs de chansons, les officiels, munis d'une autorisation de la préfecture, qui ameutent et vendent des partitions, tel ou tel placard de vedette des planches, Mayol ou Georget, mais aussi les illicites, ceux qui hantent les cours pour une pièce et glissent en sous-main le pamphlet qui leur vaudra la prison. Il avait peint les colleurs d'affiches et les bonimenteurs. Il avait esquissé les bûches, ces feuillets vendus dans la clandestinité. Il avait peint les colporteurs, les cireurs de chaussures, jusqu'au jour où, peu avant le rendez-vous manqué, comme sur un coup de tête, il avait tout brûlé. Cela avait fait un grand feu dans la mansarde battue par la pluie et le vent. Mon cher Eugène, vous vous moquez des salons, de l'académie et de la vie de la critique. Vous n'avez que faire du grand public. De quelle vérité voudriez-vous être le prophète? Oui, je sais. Kervadeuc tirait sur son cigare comme un sapeur. Vous connaissez mon opinion sur le goût du petit bourgeois républicain, mais voilà, d'un côté, vous êtes incapable de vous défaire de vos toiles, de l'autre, vous ne croyez qu'au cercle restreint des amateurs fidèles. Je vais vous le dire, la concurrence est rude. Il y a trop d'artistes aujourd'hui, trop de galeristes, trop de marchands. Ce qui manque, ce sont les vrais esthètes, les éternels passionnés d'art. Barbillès se mordit la langue. L'un des rares esthètes de l'époque, Kervadeuc, en avait-il été vraiment? Avait-il été capable, au milieu de tant de duplicité, d'accéder aux implications de cette catégorie ardue qui requérait autre chose qu'un quartier de noblesse ou des actions en bourse? Qui aurait pu le dire? Le misanthrope de Saint-Sulpice. Le vieux sage connaissait mieux que personne la comédie des vanités. Il n'y avait pas un nom dans le tout Paris sur lequel il ne mit un commentaire avisé. Du temps où il fréquentait dans le monde, Carrel avait-il été en mesure de saisir la nature du foyer qui brûlait toujours dans les yeux du baron? Bien malin qui eût pu le dire, car jamais l'écrivain n'avait éprouvé le besoin de confier quoi que ce fût à ce sujet, préférant s'en tenir à la légende selon laquelle, hormis le sarcasme et l'expression fugitive du désenchantement, rien ne filtrerait jamais d'un colosse dont on ne pouvait douter qu'il eût, pourtant, des pieds d'argile.
Ainsi, s'il était vrai que Kervaduc avait compris quelque chose à l'art, Marvillez en était maintenant persuadé. C'était comme Lucifer, jouant une partie gagnante sur l'échiquier du bien et du mal.